Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. C'est un ordre pour Hissène Habré devant la justice au Sénégal. L'ancien président tchadien qui répond des crimes contre l'humanité avait déposé une demande de permission pour des raisons médicales. En Somalie, après le vote du Parlement en faveur de la prolongation du président Farmajo, des parlementaires de l'opposition mettent en garde le gouvernement contre un probable embrasement du pays. Depuis 5 morts et 4 blessés dans cette attaque menée par des djihadistes affiliés à l'État islamique. Ceci est le bilan des dégâts sur une base militaire attaquée au nord-est du Nigeria. C'est là l'essentiel à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Des hommes armés à moto ont tué au moins 19 personnes lors d'une attaque samedi contre le village de Gaïgourou dans l'ouest du Niger, ont annoncé dimanche les autorités locales. Cette zone, proche de la frontière malienne, a déjà été frappée à plusieurs reprises par des djihadistes. Reportage. La partie nigérienne de la zone dite des 3 frontières a subi une nouvelle attaque meurtrière. Au moins 19 habitants du village de Gaïgourou, dans la région de Tillabéri à l'ouest, proche du Mali, ont été tués le 17 avril lors d'un raid d'hommes armés à moto. Les assaillants auraient, dans un premier temps, trouvé des gens au cimetière où ils étaient partis pour un enterrement et auraient massacré sur place 9 personnes. C'est ce qu'a expliqué un responsable de la municipalité de Dessa qui administre le village. Après, ces assaillants, dont l'identité et le nombre ne sont pas déterminés, seraient entrés dans le village et ont tiré sur toute personne qu'ils apercevaient. Le corps de la 19e victime a été découvert et inhumé dimanche matin. La ville de Tillabéri est régulièrement frappée par les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique. Les attaques contre des civils se sont multipliées depuis le début de l'année au Niger. Plus de 300 personnes ont été tuées dans 3 séries d'attaques contre des villages et des campements de l'ouest du pays, frontalier du Mali. 7 morts et 4 blessés ont été dénombrés dans une attaque menée par des djihadistes affiliés à l'État islamique. C'est le bilan des dégâts sur une base militaire attaquée au nord-est du Nigeria. Des combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, ont mis en déroute les troupes occupant un camp dans le village de Kamouya, à 35 km de Biou, chef-lieu du district du même nom dans l'État nigérien de Borno. Les terroristes ont tué 5 soldats et en ont blessé 4 lors de l'attaque de la base de Kamouya, a déclaré un des officiers à l'AFP. Ils ont mis les troupes du camp en déroute et l'ont mis à sac, a expliqué le second officier, confirmant ce bilan. Jusqu'ici, 41 soldats sont revenus, tandis que 58 sont toujours portés disparus et sont présumés s'être enfuis lors de l'attaque, a-t-il poursuivi. Des opérations de recherche et de sauvetage sont en cours pour localiser les militaires manquants. Village de résidence de l'ex-chef de l'armée nigériane, le général Tukur Buratai. Kamouya a été la cible de plusieurs attaques djihadistes qui ont conduit à l'installation d'une base militaire. Des djihadistes d'ISWAP, nés en 2016 d'une scission avec le groupe Boko Haram, ont mené entre samedi et mercredi une série d'attaques sur Damasak, ville stratégique aux confins du lac Tchad, à la frontière entre le Nigeria et le Niger, tuant 20 personnes et provoquant la fuite de 65 000 habitants. Ils ont brûlé de nombreux bâtiments, nombreux des postes de police, une clinique et les bureaux de Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Depuis le début de la rébellion de Boko Haram en 2009, dans le nord-est du Nigeria, le conflit a fait près de 36 000 morts et 2 millions de déplacés. La violence djihadiste a depuis essaimé au Niger, au Tchad et au Cameroun voisin.
C'est un nom pour Hissène Habré devant la justice sénégalaise. L'ancien président tchadien qui répond des crimes contre l'humanité avait déposé une demande de permission pour des raisons médicales. Précision. Le 29 mars dernier, les avocats de Hissène Habré avaient déposé une demande de permission visant sa libération, une requête adressée au juge de l'application des peines au tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Un refus a été opposé à cette demande, ont indiqué dans un communiqué parvenu dimanche à la FPI ses avocats Ibrahima Diawara et François Serres. Le juge a tenu à mettre en avant l'avis défavorable de la commission pénitentiaire consultative présidée par lui-même et composée du directeur de l'administration pénitentiaire, du directeur de la prison où est détenu Hissène Habré et d'autres membres dans le personnel pénitentiaire et la santé, ont-ils ajouté dans ce communiqué. Le raisonnement tenu pour refuser la permission est que la question de la santé est du ressort de la direction de l'administration pénitentiaire, alors que c'est bien en tenant compte des risques pour la santé que la première permission a été accordée par le même juge, ont expliqué les deux avocats qui ont dénoncé une règle de droit à géométrie variable. Hissène Habré, 79 ans, qui a dirigé le Tchad de 1982 à 1990, a été condamné le 30 mai 2016 à la prison à vie à l'issue d'un procès sans précédent à Dakar, après avoir été déclaré coupable de crimes contre l'humanité, viol, exécution, esclavage et enlèvement. Une commission d'enquête tchadienne a chiffré à 40 000 morts le nombre des victimes de la répression sous le régime Habré. Renversé en 1990, l'ex-président tchadien avait trouvé refuge au Sénégal où, sous la protection internationale, les conditions de son procès avaient été créées. Il y avait été arrêté en 2013 et inculpé par un tribunal spécial instauré en coopération avec l'Union africaine. Depuis sa condamnation, il purge sa peine dans un établissement pénitentiaire de Dakar. En Somalie, cette fois, après le vote du Parlement en faveur de la prolongation du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed, des parlementaires de l'opposition mettent en garde le gouvernement contre un probable embrasement du pays. Le reportage pour plus de précision. La prolongation de 2 ans du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, continue de faire monter la tension. Tractations et conciliabules de tout genre vont désormais bon train dans le rang de l'opposition pour, dit-on, faire entendre raison dans la mesure du possible au président. Au devant de l'offensive en place, les parlementaires de l'opposition. Pour Abdullahi Mohamed Nord, l'un des parlementaires remontés contre la nouvelle disposition, avant le 8 février, ils reconnaissent Mohamed Abdullahi comme le président de la Somalie. Mais après le vote décrié, dit-il, ils le reconnaissent désormais comme un seigneur de guerre et un dictateur qui veut détruire le pays. Le parlementaire de poursuivre en ces termes s'il refuse la tenue d'élections pour rester à la Villa Somalia, le palais résidentiel du président, nous promettons que nous n'accepterons pas son règne. Nous sommes tous unis dans ce message et engagés à agir contre très bientôt. Au sénateur Abdi Ahmed Douhoulo de percevoir le coup de force perpétré comme un retour à l'usage permanent des armes. C'est le début de la guerre, dit-il, mais nous exhortons le gouvernement à ne pas forcer les gens à prendre les armes contre eux. Sinon, le combat, conclut-il, est inéluctable. L'inquiétude va désormais au-delà du pays. Après plusieurs tentatives de négociation infructueuses, la communauté internationale dans son ensemble a annoncé une réévaluation de ses relations avec la Somalie. Beaucoup craignent désormais une grave période d'instabilité, voire une reprise de la guerre civile. Le gouvernement du Zimbabwe a autorisé la libération de centaines de détenus. Cette décision vise à limiter la surpopulation carcérale. Elle a aussi pour objectif d'empêcher la propagation du nouveau coronavirus. Au Zimbabwe, des centaines de détenus ont été libérés alors qu'ils n'ont pas fini de purger leur peine. Le pays a voté une loi d'amnistie pour limiter la propagation du coronavirus dans les prisons surpeuplées. Un ancien détenu a affirmé que les cellules étaient bondées malgré la peur de la Covid-19. Parfois, les prisonniers se retrouvaient à 25 dans une seule cellule. Conscients des mesures de prévention, il leur était difficile de rester à 1 mètre de distance les uns des autres, surtout lorsqu'ils dormaient. D'après Alfor Gapare, commandant de la prison de Harare, l'amnistie va contribuer à réduire la population carcérale
Mais cela signifie aussi une réduction des dépenses des prisons, ce qui représente un gros avantage par rapport à la pandémie de Covid-19. Au total, ce sont environ 3000 prisonniers qui devraient bénéficier de cette loi et être libérés dans les prochaines semaines. Les détenus coupables de crimes graves ou violents, eux, resteront en prison. Notons que le Zimbabwe a enregistré à Harare, la capitale du pays, son premier cas de Covid-19 le 20 mars 2020. Actuellement, le pays compte 37 699 cas, dont 1552 décès. En France, face à l'inquiétude sur les variants du Covid-19, Matignon a annoncé ce week-end l'instauration d'une quarantaine obligatoire de 10 jours pour les voyageurs en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili et de l'Afrique du Sud. Les vols avec l'Argentine, le Chili et l'Afrique du Sud sont maintenus alors que Paris avait annoncé la suspension des liaisons aériennes avec le Brésil pour limiter la propagation d'un variant local baptisé P1, réputé plus contagieux et dangereux. Cette suspension sera prorogée jusqu'au vendredi 23 avril inclus. Pour justifier le maintien des vols avec l'Argentine, le Chili et l'Afrique du Sud, Paris dit que la présence des variants n'y atteint pas les niveaux observés au Brésil. Toutefois, les voyageurs venant de ces 3 pays ainsi que du Brésil devront désormais se soumettre à un isolement de 10 jours accompagné de restrictions des horaires de sortie avec un renforcement des amendes. Cette mesure, qui sera progressivement mise en œuvre jusqu'à sa pleine entrée en vigueur samedi 24 avril, s'appliquera également aux voyageurs en provenance de Guyane et des tests antigéniques systématiques seront mis en place à l'arrivée pour les trajets de la Guyane vers les Antilles. En outre, pour les personnes arrivant de ces 4 pays et à compter du samedi 24 avril, la liste des motifs et des catégories de personnes autorisées à venir en France sera restreinte pour l'essentiel aux seuls ressortissants nationaux, leurs conjoints et enfants, et aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un pays tiers ayant leur résidence principale en France. D'autres pays pourraient venir grossir la liste. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.